partager. نسيو نشوفه في البارتاج. Ah oui, d'accord. Le truc PDF, les diapos, vous les voyez? Oui, monsieur. Ah bah parfait. Bon, donc si نسيو mes souvenirs... نسيو Oui, نشوف في لابيل ميت، مانيش نشوف في ديابو بارتاجي. attends encore un peu. Partage une fenêtre. J'ai bien partage une fenêtre. C'est le fichier PDF que je partage. Je comprends pas. Plus votre écran reste visible pendant qu'une autre personne présente. Revenir à l'appel vidéo, reprendre la présentation, voilà. C'est bon jusque-là? Partagez votre écran, voilà. C'est bon, c'est bon. Bon. Celle qui vient de m'appeler, tu vois le fichier? On est à la page 15 de... Oui, monsieur. Parfait. Alors, où est-ce que nous étions la dernière fois? On s'est arrêté. Oui, là, en fait, comment analyser un point critique? Bon, un petit bref rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois. On se donne, on a en face de nous une fonction super régulière, disons de classe C1, de classe C2, c'est généralement le cas, hein, des polynômes généralement, des fonctions régulières. Et on aimerait connaître, savoir si elle admet des extrémas locaux. Quand la fonction est régulière et si la fonction admet un extréma local, alors forcément la fonction en ce point a pour gradient, elle a un gradient nul. Chose qu'on a faite la dernière fois. On a expliqué pourquoi, j'ai démontré. Cette condition nécessaire mais pas suffisante, hein, pour qu'une fonction admette un point euh, à l'extréma local, si elle est différenciable ou mieux que ça, régulière, forcément le gradient en ce point il est nul. Donc pour repérer les éventuels extrémas locaux d'une fonction, on commence par annuler le gradient. Une fois le gradient est nul, on aimerait bien analyser, donc c'est un point candidat, c'est un point critique, mais un point critique n'est pas forcément un extréma local, il peut être un maximum local ou un minimum local ou ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire un point cell. Alors on fait quoi pour le savoir? Il faut analyser, il faut faire un DL d'ordre 2. Pourquoi? Parce que le DL à l'ordre 1 ne suffit plus, hein, parce que le gradient est nul, hein. Donc la fonction f de a plus h, si je développe cette quantité, je vais avoir f de a plus un petit taux de norme de h. Donc cette partie, elle est nulle. Et je veux connaître, en fait, localement, hein, au voisinage du point A, le signe de la différence f de a plus h moins f de a. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Puisque ce terme est nul, je peux pas. Donc je suis obligé de pousser le DL à l'ordre d'après, parce que c'est ce terme, le terme qui vient après, qui va décider quant au signe de la différence f de a plus h moins f de a. Parce que cette quantité, elle n'y est plus, hein, elle est nulle. Donc c'est pour ça, en fait, on pousse le DL à l'ordre 2, donc il me faut une fonction de classe C2 au moins pour assurer l'existence de tel développement. Et après je fais quoi? Ben, je vais analyser cette forme, la forme quadratique. Alors une forme quadratique, c'est quoi? C'est un polynôme homogène de degré 2. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler en algèbre, hein, la forme quadratique et forme linéaire associées. Non, ça vous dit rien? D'accord. Donc il faut connaître le signe de cette différence. Si elle est positive, bon, entre guillemets, il y a l'adjectif défini qui manque, mais disons, si elle est positive, donc ça veut dire que f de a plus h moins f de a est positive, et donc il s'agit d'un minimum local. Si cette quantité est négative, ça veut dire que la différence de f de a plus h moins f de a a le même signe que cette quantité qui est négative, donc il s'agit d'un maximum local. Bien sûr, si le signe si tantôt, cette forme quadratique est positive, tantôt est négative, ça veut dire que la différence peut être positive ou négative et donc A est un point cell. Donc voici un premier résultat. Donc si on est,
en un point critique, hein, c'est-à-dire lequel le gradient est nul. Si la forme quadratique elle est définie positive, alors on peut affirmer que f admet un minimum local. Euh, et si la forme quadratique est définie négative, alors il s'agit d'un maximum local. Donc la question qui se pose, on fait comment pour trouver, contrôler le signe de cette forme quadratique, hein? Imaginez x2 par exemple, moins xy plus y2. Voilà, somme et différence comme ça. Là, comme ça, telle qu'elle est l'expression, je peux pas décider si elle est positive ou négative, donc il faut la réduire. Hem, la réduire comment? Ben, il va y avoir, vous verrez, il y a 2 méthodes en fait pour la réduire. Il y a ce qu'on appelle la méthode de Gauss qui est purement algébrique. L'autre aussi elle est algébrique, mais elle est un peu, l'autre méthode, comment on l'appelle? Oui, la réduction, de la forme quadratique par, diagonalisation, oui. Ou qu'est-ce que vient faire ici, la diagonalisation? Ben, la forme quadratique ici on l'obtient, rappelez-vous le DL d'ordre 2 d'une fonction f donnée, son expression dans le cas général, c'est f de a plus le produit scalaire gradient machin avec h et puis le deuxième terme ou le troisième terme, c'est 1/2, la hessienne, hein, produit scalaire avec h. Donc, qui dit diagonalisation, diagonaliser quoi? C'est la matrice en fait qui associée à cette forme quadratique qui est la sienne, un coefficient près, hein, 1/2 près. Et je suppose que vous savez diagonaliser une matrice. Je vous rappelle que si ma fonction est de classe C2, alors la matrice, sa hessienne, son hessienne, elle est réelle et symétrique. Et vous savez qu'une matrice réelle et symétrique, elle est diagonalisable dans une base orthonormale. Bon, au revoir. Donc retenez ça. Donc le but, c'est quoi? C'est de réduire cette forme quadratique par l'une des méthodes pour justement contrôler son signe et pour pouvoir décider, si j'ai un maximum local ou un minimum local. Traitons, cela, sur un exemple, concret. On souhaite donc déterminer les extrémas locaux de cette fonction qui est une fonction polynomiale super régulière x2 au moins 3xy plus y3. On souhaite déterminer tous ces extrémas locaux. On est, sur un ouvert. Si jamais votre ensemble n'est pas, on vous donne un ensemble qui n'est pas ouvert, alors placez-vous à l'intérieur de l'ensemble et évitez le bord, évitez le contour. Ici, c'est R2, il y a pas de frontière, donc c'est un ouvert, tant mieux. Et que f est de classe C1, même de classe C2, que si jamais on a besoin de DL d'ordre 2, heu, il existe bien puisque la fonction est de classe C2. Après donc voilà, le cours nous assure donc, nous dit si f atteint un extréma local, alors en ce point, forcément le gradient est nul. Donc, f atteint ses extrémas en des points critiques, on annule le gradient, je dérive par rapport à x, je dérive par rapport à y, j'annule les 2 quantités. Voilà, j'obtiens donc 2 solutions, 0, 0 ou 9/4 et 9/4 3/2. Alors ce sont des candidats, hein, ils peuvent être des extrémas. Heu, donc pour déterminer la nature de ces points, je fais quoi? Il faut qu'on pousse, le DL à l'ordre 2 et puis dégager et repérer la partie quadratique, puis l'analyser ou la réduire. Et donc pour trouver le DL à l'ordre 2, j'ai besoin de l'Hessienne, donc voilà ce que j'obtiens ici, c'est la dérivée seconde par rapport à x, mmh, dérivée croisée et puis ici c'est y, comme dérivée seconde par rapport à y. Remarquez que la matrice elle est bien réelle et symétrique, vous voyez? Donc évalué en 0, 0, j'obtiens 2 moins 3, 0 et évalué en 9/4, 3/2, j'aurai une autre matrice. En tout cas, commençons par le point 0, 0. Son DL d'ordre 2, le DL de f à l'ordre 2 s'écrit ainsi, donc f 0, 0 plus le gradient. J'injecte en fait les valeurs, de f en 0, 0, du gradient en 0, 0 et de, la fameuse matrice hessienne ici, voilà. Et si je remplace y par 0, voilà ce que j'obtiens. Voici mon DL à l'ordre 2. Facile, tout le monde sait faire, je suppose. Et puis je repère la partie, quadratique. Tout ça, tout ce terme. Après je développe tout, hein. J'obtiens x2 moins 3xy. Voilà à quoi ressemble mon DL à l'ordre 2. Bon, là comme ça, je peux pas décider, je peux pas savoir le signe, je peux pas connaître le signe de cette forme quadratique x2 moins 3xy. Il faut la réduire ou la factoriser, c'est-à-dire la rendre, heu, comme somme aux différences de carrés.
ceux qui ont fait, un bac maths, ils ont dû voir, des choses qui ressemblent à ça dans chapitre, je crois, quand ils ont dû voir ça dans les coniques, je crois. Les coniques, oui. Bon, c'est pas compliqué de toute façon, hein. Le but, c'est quoi? C'est de réduire donc cette quantité, l'écrire, comme j'ai dit, somme de carrés ou différence de carrés, ou mélange des 2, hein, somme et différence de carrés. Si après réduction, mon polynôme ressemble à ça, à x2 plus y2, ça veut dire qu'il s'agit voilà, ça veut dire que localement, le graphe de f ressemble à ça. Mmh. Donc il s'agit d'un minimum local. Si j'ai moins x2 ou moins y2, encore une fois après réduction, ça veut dire que localement, le graphe de f ressemble à ça, donc il s'agit d'un maximum local. Et si j'ai, un mélange de signes, hein, de carrés, affectés, d'un plus et d'un moins, bah, ça veut dire que j'ai un point celle. Mmh. Ni maximum ni minimum. Et attention, il faut qu'il y ait 2 carrés. Donc pour une fonction de 2 variables, il faut qu'il y ait 2 carrés. Pour l'adjectif défini, alors si jamais il y a un des carrés, absent, hein, par exemple on trouve x2 seulement, on dit que la forme quadratique, elle est dégénérée et je ne peux pas conclure. On verra un exemple, tout à l'heure. Donc je sais dire des choses quand j'ai 2 carrés. Pour une fonction de 2 variables, il faut que ma forme quadratique ne soit pas dégénérée. Ça veut dire que le rang de ma forme quadratique est égal à 2. J'ai 2 variables, il faut qu'il y ait 2 carrés, peu importe les signes. J'ai 3 variables, il faut qu'il y ait 3 carrés. Voilà. Bon, alors, on veut faire quoi? Oui, on veut réduire donc cette forme quadratique et la rendre sous l'une de ces 3 formes. Donc il y a 2 méthodes comme j'ai dit tout à l'heure, hein, soit utiliser la méthode de Gauss, la factorisation de Gauss ou bien par réduction de la matrice hessienne, par diagonalisation de la matrice hessienne. Bon, alors, je reviens à ma forme quadratique, x2 moins 3xy. Le but, c'est quoi? C'est de faire apparaître des carrés. Donc, je regarde x2 moins 3xy comme le début de développement d'une identité remarquable de la forme a moins b au carré. Donc, si j'ai a2 moins 2ab plus b2. Donc, c'est le début, les 2 premiers termes du développement de x moins 3 demi y au carré, puis je corrige. Il y a le plus 9 quarts y2. Il n'y est pas ce terme, donc je suis obligé de l'enlever. Donc c'est x moins 3 demi y au carré moins 3 demi, hein, je mets tout sous forme de carré. Et donc après, voilà, j'ai la forme en fait x2 au moins y2, quitte à faire ce petit changement de repère ou de variable. Vous voyez, donc on obtient la forme x2 au moins y2. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de carrés. Il y a 2 carrés, tout va bien. Donc je sais conclure. Puis les signes affectés à ces carrés. Ce qui m'intéresse, c'est le plus ici et le moins ici. Donc x2 moins y2, et donc il s'agit d'un point celle. On est là. Vous voyez? Bon, c'est aussi simple. Si jamais votre forme quadratique, une remarque qui pourrait vous être utile, dans la pratique, hein. Si jamais votre forme quadratique s'écrit ainsi, juste xy, on fait comment pour la réduire? C'est, avec ce changement de variable, elle se factorise en x2 moins y, elle se réduit en x2 moins y2. Voilà. Bon, hem, pour le deuxième point, notre deuxième point 9 quarts 3 demi, on refait la même chose, on évalue f en 9 quarts 3 demi, la hessienne. Ah oui, le gradient, il est où? Ah oui, bien sûr, il est nul. On voit pas le terme, d'ordre 1, c'est normal. Je développe tout, voilà ce que j'obtiens. Ah, c'est moche comme expression, on va pas la laisser comme ça. Je vais faire une petite translation de l'origine. Je ramène l'origine au point 9 quarts 3 demi. Ça devient, x2 au moins 3xy plus 9 demi, y2. Vachement plus simple que, cette première expression qui n'est pas du tout, factorisée. On va encore la réduire. Donc on ramène le problème en 0, 0, puis je fais le changement de variable qui me permet de retrouver la forme x2 plus y2. 2 opérations, hein, quand on n'est pas en 0, 0. On ramène toujours le problème en 0, 0, pour faire simple. Et on raisonne comme tout à l'heure, je dois faire apparaître, un premier carré, donc j'interprète x2 moins 3xy comme le début d'une identité remarquable. C'est x moins 3 demi y, puis je corrige
Oui, oui, parce que j'ai 9 demi déjà Y2. J'ajoute encore 9 quarts Y2 et on a bien la forme X2 plus Y2. On est dans ce cas de figure et donc il s'agit d'un minimum local pour F. Des questions? Je suppose que c'est bien clair, c'est, facile. Bon, alors maintenant, comment réduire autrement et l'autre méthode, oui, voilà, oui, comment réduire donc la forme quadratique avec la méthode, par analyse spectrale, oui. Comment oui, par analyse spectrale, c'est-à-dire en diagonalisant, la matrice, Laïcienne. Petite étude de théorique. La matrice hessienne, on sait qu'elle est réelle et symétrique d'après le théorème de Schwarz, puisque la fonction généralement est de classe C2. C'est le cas de notre fonction. Elle est donc diagonalisable dans une base orthonormale. Ça veut dire quoi? Qu'on peut trouver une matrice, plus qu'inversible, ou non, la diagonale, mais une matrice de passage plus qu'inversible. Elle est orthogonale, ça veut dire que son inverse, c'est la transposée de P, hein. Et la hessienne s'écrit PDP-1 ou bien PD, PT ici dans notre cas, parce qu'elle est orthogonale. Et donc, relativement à la nouvelle base, donc on ramène le problème déjà en 0, 0. Oui, je l'ai dit ici, et après avoir ramené le problème en 0, 0, la forme quadratique associée devient comme ceci. Alors, 1 demi, non, ici à la place de la hessienne, j'ai PDPT fois XY ramené en 0, XY, petit XY, XY, puis P ici, il passe à droite, son adjoint c'est PT, XY, petit x, petit y. J'appelle donc PT fois XY, grand X, grand Y, et ici aussi pareil. Donc il me reste ça, à la place de la hessienne de la matrice pleine, lambda 1, lambda 2, bien sûr, et le 1 demi devant, ça vient de notre DL. Donc, donc, vous voyez, après réduction de la matrice hessienne, une fois trouvées ses valeurs propres, la forme quadratique s'écrit dans cette nouvelle base, lambda 1 sur 2 x2 plus lambda 2 sur 2 y2. Parfait. Dès lors, alors si d'abord il faut que le lambda i, les 2, donc lambda 1 et lambda 2 sont non nuls déjà. S'il y a une des valeurs propres est nulle, c'est terminé. Je ne sais pas conclure, on dit qu'elle est dégénérée. Je vais traiter un exemple, heu, traitant ce cas particulier. Alors si faisons simple, allez, si lambda 1 égale à lambda 2 égale à 2, donc j'ai bien x2 plus y2, il s'agit d'un minimum local. Si lambda 1 vaut 2, lambda 2 vaut -2, donc j'ai x2 moins y2, il s'agit d'un point SL. Et si j'ai, -2, -2, j'ai moins x2 moins y2. D'accord. La question que je vous pose maintenant, est-ce que est-ce qu'il est important de connaître les valeurs exactes des valeurs propres, les valeurs exactes des valeurs propres lambda 1 et lambda 2? Est-ce que les valeurs exactes des valeurs propres importent? Ah, ça change quoi si lambda 1 égale lambda 2 égale à 1? 1 demi x2 plus 1 demi y2, bah, c'est bon, 1 demi, je fais entrer 1 sur racine de 2 par là, 1 sur racine de 2 par là et c'est bon, j'ai toujours la forme x2 plus y2. Quelqu'un pourrait me dire si les valeurs propres importent ici? Allô? Non, il y a la réponse est non, il y a aucune importance. Ce qui importe, c'est le signe ou les signes des valeurs propres. Si j'ai des valeurs propres strictement positives, c'est terminé, j'ai, la forme x2 plus y2 et donc j'ai le fameux bol, donc il s'agit d'un minimum local. Si les 2 valeurs propres sont négatives strictes, alors le bol il est renversé et il s'agit donc d'un maximum local.
Et si les valeurs propres sont de signes opposés, toujours non nuls bien sûr, hein, les deux non nuls, il s'agit d'un point cell. Et ici, on a le privilège de travailler dans R2. Et donc, je sais déterminer les signes des valeurs propres, ou le signe de chaque valeur propre, sans avoir fait un calcul effectif des valeurs propres. Je m'explique. J'ai pas besoin de trouver explicitement ou de trouver les valeurs exactes des valeurs propres, mais je sais déterminer leurs signes à partir des caractéristiques de la matrice hessienne ou de la matrice diagonale, c'est-à-dire la matrice Killier semblable. Il y a deux choses invariantes entre la hessienne et la matrice diagonale, la matrice qui lui est semblable. Quels sont ses paramètres ou ses caractéristiques? Des résultats super connus en algèbre, quand j'ai deux matrices semblables. Il y a deux choses invariantes qui restent invariantes justement après changement de repère, tout ce que vous voulez. Quand même, quand on réduit une matrice, on conserve certaines propriétés, certains paramètres. Allô? Vous ne savez pas? Eh bien, c'est le déterminant et la trace. Le déterminant et la trace restent invariants après changement de repère. Donc, si j'ai deux matrices semblables, alors elles ont le même déterminant et la même trace. Donc, donc pas besoin, si on est dans R2, pas besoin donc de faire un calcul effectif des valeurs propres. Je calcule juste seulement le déterminant. Il me donne déjà une information. Donc, le déterminant de la matrice hessienne, la matrice de départ, hein, c'est l'obtenu pour trouver le DL, d'ordre 2. Je calcule son déterminant. Son déterminant, c'est exactement lambda 1 fois lambda 2. Donc, s'il est positif strict, ça veut dire que les deux valeurs propres sont soit positif strict, soit négatif strict. D'accord. Pour savoir si les deux sont positif strict ou négatif strict, ou oui, je fais quoi? Je calcule la trace de la matrice de la sienne obtenue dans le DL d'ordre 2, la matrice pleine. La trace qui est la somme des éléments diagonaux, c'est aussi lambda 1 plus lambda 2. Alors, si dans ce sous-cas, c'est-à-dire quand le déterminant est positif strict, je fais quoi après? J'évalue la trace, je calcule la trace. Si elle est positive stricte, plus déterminant de la matrice hessienne est positive strict, ça veut dire que mes deux valeurs propres sont strictement positives, et donc il s'agit d'un minimum local. Si la trace est négative stricte, toujours dans le cas déterminant de la hessienne positive stricte, ça veut dire qu'on a deux valeurs propres négatives strictes, et donc il s'agit d'un maximum local. Si maintenant le déterminant de H de la hessienne est négatif strict, ça veut dire que j'ai, donc inutile de regarder la trace, de calculer la trace. Ça veut dire que j'ai deux valeurs propres de signes opposés, alors soit plus là et moins là, ou le contraire, moins là et plus là, ça ne change rien. Quant à la nature du point, c'est toujours un point cell. Mais quand le déterminant est nul, à ce moment-là, forme quadratique est dégénérée, et je sais pas conclure dans ce cas, ça veut dire qu'on s'attend à tout, hein. Tout dépend du terme qui viendra après le terme d'ordre 2. Je vais traiter un exemple tout à l'heure. Récapitulons donc. On est dans le cas, de D. Alors si j'ai un point critique, je fais quoi? J'analyse donc la matrice hessienne. Alors si son déterminant est positif strict, ça veut dire que f admet un extrémum local en A. Un extrémum local, donc un maximum minimum, je fais quoi pour le savoir? Je calcule la trace. Si la trace est positive stricte, ça veut dire que ma forme quadratique est définie positive et a un minimum local. Si la trace est négative stricte, ça veut dire que ma forme quadratique est définie négative. Définie parce que
ça touche pas 0, il y a aucune valeur propre nulle, hein. Donc il y a tous les carrés en fait, devraient y être. Si la trace est négative stricte, bien sûr toujours dans le cas déterminant, positif strict, alors, A est un maximum local. Si déterminant est négatif strict, ça veut dire qu'il n'est pas défini et A est un point cell de F. J'applique ce résultat à notre exemple. Je reviens à la matrice Hessienne f en 0, 0. On ce qu'on a trouvé, 2, moins 3, 0. Celui qui veut s'amuser à calculer les valeurs propres, bah, il le fait, hein. De toute façon, il va trouver, une valeur positive et une autre négative. Donc son déterminant, il est négatif strict. Oui, c'est 0 moins 9, c'est moins 9. Négatif strict, on est dans ce cas et donc il s'agit d'un point cell. Pour l'autre cas, heu, la Hessienne, ici, c'est 2 moins 3, 9. Le déterminant, c'est 18 moins 9, c'est 9, c'est positif strict. Alors on est là, donc j'ai bien un extrême local. Alors est-ce un minimum, maximum? Je fais quoi pour le savoir? Je calcule la trace c'est 11, 11. Ça veut dire que le produit de valeur propre, c'est aussi égal à 11, c'est positif strict et donc on est là. Il s'agit donc d'un minimum local. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous voyez le test de la Hessienne, facile à faire, mais on a compris, hem, d'où vient ce test, hein. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Tant mieux. Alors, on fait quoi là maintenant? Oui, oui, le cas dégénéré. Alors si jamais, le déterminant de la Hessienne est nul, ça veut dire que ma forme quadratique est dégénérée. Ça veut dire qu'il y a des points autres que, 0 qui annulent la forme quadratique. Et dans ce cas, je peux pas conclure. Je peux pas conclure, ça veut dire que tout dépend des cas. Tout dépend du terme qui vient après la forme quadratique. Donc il faut poser le DL à l'ordre 3 ou 4. Pourquoi je ne sais pas conclure? Alors traitons cet exemple. Hem, En se donnant donc 2 fonctions qui ont la même forme quadratique, x2 qui malheureusement dégénéré, il n'y a pas le terme en y2. Le terme qui vient après, x2 ici c'est y3 et le terme qui vient après, x2 dans l'expression de g, c'est y4. Facile à voir que 0, 0 est un point critique aussi bien pour f que pour g, hein. Vous annulez le gradient de f, annulez le gradient de g, vous verrez en 0, 0 les 2 gradients sont nuls. Puis du DL d'ordre 2, je tire la forme quadratique associée à f et celle associée à g. Les 2 donnent x2 la même chose. Ça saute aux yeux de toute façon, c'est clair. Cependant, alors 0, 0 c'est un point cell de f. Pourquoi? Parce que le terme qui vient après, c'est y3 et il change de signe. Heu, pour G ou sinon pour bien le voir, on fait le graphe de f suivant la 0. Vous avez trouvé une courbe. Cette courbe, elle ressemble à y3. Vous voyez? C'est y3. Cette courbe, c'est exactement y3. Et vous savez que le point 0, 0 pour la courbe y3, le point 0, il est c'est un point cell. Voilà, donc ça change de signe. Donc f0 y, tantôt positif, tantôt négatif, tout dépend de y. Donc il s'agit bien d'un point cell pour f. Pour g, par contre, alors j'ai un carré plus un terme élevé à la puissance 4. C'est toujours positif, c'est toujours supérieur ou égal à 0, 0 qui est g de 0, 0. Donc c'est bien un minimum global même pour la fonction g. Vous voyez, donc je ne peux pas décider, hein, là, avec la forme quadratique, seulement la forme quadratique x2, je ne sais pas dire si le point 0, 0, notre point critique, est un maximum local ou ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire un point cell. Tout dépend du terme qui vient après. Pour ça, je ne sais pas conclure. Par contre, si j'ai les deux carrés, si ma forme quadratique est au rond 2, donc tous les carrés sont présents. x2 plus y2. J'ai deux variables, il faut qu'il y ait deux carrés. Les deux carrés, ils y sont. Et après, il y a y3, y. Mais ça ne change absolument rien. Dans les deux cas, il s'agit d'un minimum local. Vous voyez?
Voilà, donc quand ma forme quadratique n'est pas dégénérée, je sais dire, je sais conclure. Je sais pas le faire si, le déterminant est nul, c'est-à-dire si la forme quadratique est dégénérée. En termes de valeur propre, si jamais il y a une valeur propre qui est nulle, une ou plus, hein. Pour ça, j'ai, alors, oui, une dernière remarque, si on a plus que 2 variables, une fonction de 3 ou 4 variables, on fait quoi? Ce test de la Hessienne, ce petit test-là ne marche plus, va plus marcher parce qu'avec 3, avec une matrice 3 croix 3, le déterminant, c'est lambda 1 fois lambda 2, lambda 3, et la trace, c'est lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Je sais rien dire sur les signes de chez des valeurs propres. En 2D, je sais le faire, mais pour plus, en dimension supérieure, je sais pas le faire. Et donc je fais quoi? Ici, je résume, tous les cas de figure, hein. Quand c'est 0, la forme quadratique est nulle ou, 1 des carrés, absent. Et si j'ai un cylindre parabolique, ou un plan, donc il faut changer d'échelle et passer à l'autre d'après, hein, pour pouvoir conclure. Et quand ma forme quadratique n'est pas dégénérée, je sais conclure, hein, soit mi-local, max local ou point C. Pour, donc en dimension n plus grand que 2, 3, 4 ou plus, je suis obligé de si vous êtes capable de faire la réduction de Gauss, tant mieux, hein. Si vous arrivez, à quelque chose qui ressemble à ça, donc n carré, avec des plus, donc il s'agit d'un minimum local, n carré avec des moins, donc il s'agit d'un maximum local, ou bien les n termes ils y sont, les n carrés ils y sont, mais affectés des signes, c'est mélangé en fait, un cocktail de signes et plus et moins, donc il s'agit d'un point seul. S'il y a moins de n carré, je peux pas conclure, ou carrément 0. La réduction de Gauss marche bien, aussi, l'autre méthode, comment elle s'appelle? Oui, par analyse spectrale. Par analyse spectrale, on peut plus, faire le test de la Hessienne avec le déterminant de la trace, mais je suis obligé de faire, un calcul, effectif des valeurs propres. Voilà, pas moyen d'y échapper, donc il faut calculer toutes les valeurs propres, heu, de la Hessienne pour pouvoir conclure. C'est tout, hein, et je vous laisse avec cette liste d'exercices, à préparer. Voilà, en attendant la séance, la semaine prochaine, vous préparez ces exos et vous posez vos questions. Ça a été clair, je suppose? On a fait combien à peine? Une Monsieur, oui. monsieur فما TD lundi. T'aider, pour corriger ces exercices? Hey, Pour le corriger de ces exercices? Bah, je vais vous envoyer le corriger si vous voulez, mais c'est calculatoire, il y a rien à expliquer. C'est calculatoire, calculatoire. Tu calcules le gradient, tu annules le gradient, tu fais le test de la Hessienne et c'est tout. Quand c'est dégénéré, tu fais le truc à la main, essaie de contrôler certaines, restrictions. Sinon, si c'est pas dégénéré, le test de la Hessienne marche super bien. Regarde, les fonctions que je vous donne sont des fonctions de 2 variables. Donc il y aura pas TD, il y aura plus de TD. d'accord, merci monsieur. C'est calculatoire, c'est trop calculatoire, c'est, rien à expliquer, il y a rien à expliquer. D'autres questions? Écoutez, la semaine pro vous voulez qu'on fasse, une séance, vendredi prochain? On laisse après, après l'Aïd? J'ai besoin d'une heure 30. Ah oui, le fichier, vous voulez que je vous envoie le cours? Mmh? Allô? Oui, monsieur. Oui. Monsieur نجم
Ouais, je sais pas, je peux le faire, j'ai besoin d'1 h 30. Vous voulez qu'on reprenne l'après-midi, je reprends l'après-midi, hein, ou lundi matin ou quand vous voulez, hein. Je préfère laisser après, je sais pas, pour qu'il y ait plus de أي monde, مسيو خليها بعد العيد. voilà, après l'Aïd, vous serez plus en forme. Parce que ce qu'il nous reste, on a appris, comment déterminer donc les extrémas locaux d'une fonction. Maintenant, il se passe quoi quand, la fonction est soumise à une certaine contrainte? Donc, on va plus travailler sur R2, sur un domaine plus petit que R2, donc il a une frontière. Imaginez par exemple le disque unité, on cherche le minimum de F sur le disque unité. Donc à l'intérieur, on sait dire des choses. À l'intérieur, donc quand on lève le bord, on travaille comme si on est dans R2. On annule le gradient, on fait le test de la sienne, ainsi de suite. Mais il se passe quoi sur le gradient, sur le contour? C'est l'objet de la prochaine séance. Voilà, voilà tout. Donc, je partage, alors je fais comment pour partager le truc? Alors non, pas comme ça. De notre réunion. J'ai vu tout à l'heure. Alors, je fais comme ça et je fais comme ça normalement, hein. Ah, c'est ça. Sélectionne l'élément dans le drive, ventilateur plutôt. Là, je vais le faire, hein. C'est tout, je m'en vais. Donc, voilà, donc, bonne fête, à toutes et à tous. Donc là, pour le prochain rendez-vous serait, alors le 2, la fête, c'est pour le 2, disons le 6, un truc comme ça? Voilà, vers le 6. Le 6 mai, juste après l'Aïd. Mmh. Ça vous va? Ça vous va ou pas? Mmh? Oui, monsieur. Je préfère qu'on fasse, la dernière séance, après l'Aïd. Mmh. On aura plus de punch, plus d'énergie, hein, je suppose. Le 6, hein. Si vous voulez que je la fasse le 29, écoutez, vous savez quoi? Arrangez-vous entre vous. Voilà. Vous me faites savoir, envoyez un mail, cet après-midi ou demain ou lundi, plus tard. Vous me dites. Si vous voulez qu'on assure une séance le 29, je la fais, il y a aucun souci. À vous de voir. Alors soit le 29, soit le 6. OK? Allez, à très bientôt. Je vais partager je vais le publier, hein, sur le mur, les fichiers les diapos d'aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Bye bye.